10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative, le 10h midi, l'émission qui est là pour renforcer votre dose de journée en culture générale. La découverte des rubriques et des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Pour aujourd'hui, nous aurons à discuter sur la rubrique Quoi devenir avec le thème à la découverte de la science politique. Et nous avions à ce jour comme invité Mamadou Faye, qui est coordonnateur national des étudiants en sciences politiques à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Il détient également une licence en sciences politiques dans cette même université et il est aussi étudiant en master 1 en géologie spéciale, mines et pétrole à l'université Sherbrooke. Bonjour Mamadou. Bonjour, Et bienvenue à Télé-École. merci. Plaisir. Et il sera accompagné également d'un autre invité, Eladji Abdoulaye Kontey, qui est étudiant en licence 2 de sciences politiques à l'Institut supérieur de management ISM. Bonjour, Bonjour, Abdoulaye, et merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Alors, aujourd'hui, que vous soyez un nouveau bachelier ou à la quête de savoir ce que vous vouliez faire dans votre futur, la rubrique Quoi devenir va vous aider aujourd'hui en vous présentant ce qu'est la science politique. Et je vais commencer par toi, Mamadou. Qu'est-ce que exactement la science politique pour ceux qui veulent emprunter cette filière? Merci beaucoup de me poser cette question parce que je suis vraiment ravi de répondre. Parce que c'est une filière que j'ai choisie moi-même parce que je suis passionné de la science politique. C'est là que je me suis inscrit là-bas. Je suis en 3e année de licence. Donc, mon parcours m'a permis de découvrir diverses facettes de cette discipline, depuis la théorie politique jusqu'à l'étude des analyses de gouvernance et les enjeux politiques, ce qui m'a même, au cours de mes études, j'ai acquis beaucoup de connaissances, je peux dire, dans l'analyse des idées politiques et des institutions aussi. Je suis particulièrement intéressé par la citoyenneté ainsi que la participation politique. Donc, juste pour revenir définir un peu de ce que j'ai, en tout cas, c'est sur la science politique, l'étude des phénomènes de pouvoir et de gouvernance dans les sociétés. Elle explore comment le pouvoir est acquis, exercé, contesté, et comment les décisions politiques impactent le quotidien des citoyens. D'accord. Merci beaucoup pour cette définition. Et là, je vais venir à Abdoulaye. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu définirais la science politique à une personne qui n'en a jamais entendu parler? Alors, merci beaucoup, Mbayang, pour l'invitation. Avant de démarrer mes propos, j'aimerais juste que l'on revienne sur une chose, que l'on arrête ou que l'on lève les stéréotypes que nous avons sur la science politique. La plupart des gens, quand tu leur parles de sciences politiques ou que tu leur dises que je suis étudiant en sciences politiques, ils pensent que tu veux être politicien. Alors que dans nos écoles, on nous apprend pas à être politicien. Le mot politicien pour nous, c'est un mot péjoratif que l'on évite tout le temps de dire. Et pour faire allusion à la personne qui fait de la politique, on dit juste le politique. Et l'étudiant qui veut faire qui est en sciences politiques et relations internationales, il est politiste. Ou apprenti politiste, ça dépend des contextes. Donc, ce stéréotype-là, je voudrais bien que le sens commun arrête de le dire. Nous n'étudions pas pour être politiciens. Nous ne voulons pas être politiciens. Bien vrai que l'on apprenne comment gérer l'État, comment ça se passe au sein de nos gouvernements sur la scène internationale, mais on ne veut pas être des politiciens. Parce que le politicien, c'est la personne qui est à la tête d'un pays, qui gère une chose, mais qui cherche, la première chose qu'il cherche, c'est juste s'enrichir sur le dos de la population. Donc ça, c'est un stéréotype sur lequel je voulais revenir. Alors, quand on parle de sciences politiques, la plupart du temps, les gens te diront sciences politiques et relations internationales, parce qu'il y a les relations internationales qui sont incluses dedans. Mais sciences politiques,
dans un premier temps, c'est une science de l'État. D'accord. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est dans un premier temps étudier l'État, son fonctionnement, comment l'État cherche à bien gérer son pouvoir pour que ce pouvoir-là soit légitime. Parce qu'il y a le mot pouvoir qui revient tout le temps. Donc, le pouvoir-là doit être légitime. Oui. Et comment les personnes qui sont à la tête de cet État-là font pour se maintenir au pouvoir. C'est des choses que nous étudions. Il y a aussi les phénomènes politiques que nous étudions, qui sont des événements qui ont un impact sur le déroulement ou l'exercice du pouvoir dans une société. D'accord. Comme phénomène politique, je peux te donner l'exemple des élections législatives, par exemple, qui se déroulent au mois de novembre prochain. C'est un phénomène politique parce que la population se lève pour aller voter, pour dire, moi, je veux telle personne ou telle personne pour me représenter à l'Assemblée nationale, pour porter ma voix. Donc, c'est un phénomène politique. Tout à fait. Alors, j'espère que c'est clair ce que tu as expliqué entre politique et politiste. Donc, faire de la science politique, ça ne veut pas forcément dire qu'on va être un politicien Exactement. dans le futur. Mais là, la question qui va venir, c'est que est-ce qu'une personne qui veut forcément être un politicien, est-ce qu'elle doit passer d'un cas nécessaire de faire de la science politique ou est-ce qu'elle doit tout simplement aller d'elle-même pour pouvoir respecter ses pouvoirs? Pour nous, ce que l'on considère, faire de la politique, c'est pas un métier. C'est peut-être une vocation que l'on fait derrière nos activités, mais si une personne se lève un bon jour et se dit dans sa tête qu'il veut être politicien, mais pas politique, parce que le politicien, je reviens encore, c'est quelqu'un qui n'est intéressé que par ses propres intérêts. Ce qui l'intéresse, ce qu'il veut, c'est s'enrichir. Alors que le politique, ce qu'il veut, lui, c'est travailler pour sa population, travailler pour le développement de sa société. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, je donne juste un exemple. Je connais une personne qui voulait être maire, qui est allé voir un de mes profs pour lui exposer son problème. Il a dit, je vais être maire de ma commune. Aide-moi à bien faire un programme qui, à travers lequel les populations se verront dedans. Un prof lui a dit, je peux t'aider à tout faire, aucun souci. Mais le seul conseil que je peux te donner, c'est d'abord de faire un master en sciences politiques et relations internationales. Au moins là, tu auras les clés pour bien gérer ta commune. Parce que en sciences politiques et relations internationales, on a des clés. On permet aux étudiants de savoir par où passer, comment s'exerce le pouvoir, quelles sont les dynamiques sur la scène internationale. Donc, si tu veux vraiment être un acteur principal de la société, un acteur de développement, pour moi, il est primordial de passer par la science politique. Parce que tu as les clés, tu sais comment ça se passe sur la scène internationale et tu sais bien négocier en fait. D'accord. C'est intéressant quand même. Et là, je vais aller à Mamadou. Il a un tout petit peu parlé de ce qui se passe dans la science politique. Toi aussi, tu as broché un tout petit peu. Et aujourd'hui, quels sont les débouchés pour une personne qui fait de la science politique et qui termine ses études? Par exemple, quels sont les postes qu'elle pourra occuper? Je vais seulement, comme l'a bien expliqué mon ami, mon camarade, tu peux déjà devenir administrateur local, civil, parce que déjà, étant donné que tu es maire, donc tu es un magistrat, comme on l'appelle, et tu dois aussi veiller à chaque fois adopter des politiques qui vont permettre de développer votre localité. Donc, c'est de vos compétences. Donc, déjà, étant donné que en tout cas, tu tiens ton master en sciences politiques, tu peux s'orienter vers, par exemple, d'aller faire la politique, c'est l'art de conquérir le pouvoir et tout. Après cela aussi, tu peux faire les concours comme ENAN. Il y en a beaucoup qui ont sorti là-bas. Je peux même donner l'exemple de l'actuel directeur général des élections, monsieur Biram Sène. Il est sorti comme étant politiste, passé par ENAN. Tu peux devenir aussi, en tout cas pour beaucoup de concours, il peut vous ouvrir les portes à les réussir. Parce que moi-même qui vous parle, j'en ai même réussi au concours sous-officier de la police. Mais après, puisque aussi j'ai d'autres projets qui ne me permettent pas de lier les deux, oui, c'est pour cela que je me suis dit, attends, vu que j'ai d'autres projets aussi, je sais ce que je veux parce que c'est important aussi
de savoir ce que vous voulez et aussi de demander comment faire pour les atteindre. Donc, tu peux devenir journaliste, comme les politicologues que vous entendez. C'est parce que c'est des spécialistes qui font des analyses politiques, et en tout cas que vous voyez dans les débats et dans les chaînes télévisées, presque les plus, comme par exemple RFI, à chaque fois, j'entendais qu'il y a des débats politiques, on ne parle que de politique. Donc, pour pouvoir, en tout cas, avoir une certaine capacité et compétence, il faudra faire la politique jusqu'à admis, par exemple, ici. Il y en a beaucoup d'amis que j'en connais qui ont CESTI actuellement et qui ont sorti la science politique à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc, tu peux aussi travailler dans les ambassades parce que dedans, il y a les diplomates. Comme par exemple, si tu es spécialisé en relations internationales, tu peux devenir diplomate. Comme on le dit en relations internationales, ça veut dire que ça coiffe tout ce qui est relations entre vous, votre pays, et les autres pays. Aussi entre votre pays et les autres institutions. Parce que la plupart aussi, vous pouvez pas travailler sur les ONG parce qu'il y a pas mal de... En tout cas, si vous êtes sorti en diplôme, avec votre diplôme en sciences politiques, vous pouvez travailler dans des organisations comme ONU, comme en tout cas les organisations, les ONG aussi, qui coiffent en tout cas l'ONU. J'en connais aussi sur les institutions, que ça soit, par exemple, comme je vous ai donné tout à l'heure, l'exemple du directeur général, parce que tu es administrateur aussi. La filière est tellement riche, quand vous sortez en tout cas en sciences politiques avec votre master, automatiquement, il y aura pas quelque chose qui peut, en tout cas, qui peut vous faire chômer, on va dire. Surtout à côté de l'administration. Tu peux gérer tout ce qui est administration. Donc, c'est un domaine qui complète, je peux dire même, mais qui est aussi très large en matière de débouchés. D'accord. Donc là, on va dire que c'est aussi un domaine rigoureux quand même. Et d'après votre discours, on voit aussi que vous êtes, on va dire, privilégié, entre guillemets, lors des concours qui se déroulent au sein du pays. Mais vous êtes au niveau de l'université Cheikh Hamidou Kane, l'université numérique. Et quand on parle d'université numérique et de sciences politiques, est-ce que ce n'est pas difficile de suivre des cours à distance pour ce genre de filière? Oui, pour ça aussi, c'est très difficile. Surtout quand vous êtes nouveau, parce que moi, ça m'est arrivé. Mais même s'il y a beaucoup d'avantages, parce que c'est l'université à qui que vous pouvez faire autre chose et cumuler les études avec l'université. Parce que c'est des cours en ligne. On a une plateforme à suivre. Il y a les cours là-bas que vous pouvez faire les TD, même si c'est un peu difficile pour surtout les premières années. Parce que parfois, on a nos ENO, on a réparti par 17 ENO au Sénégal. L'université s'est répartie dans presque dans les 17 départements. Donc, comme par exemple ici à Dakar, on a Mermoz, Guédiawaye, Pikine, Keur Massar. Donc, les étudiants, pendant les examens, ils vont aller là-bas faire les examens. Avant les examens aussi, on va vous initier sur les en tout cas, comme vu que vous devrez manipuler l'ordinateur et tout, il faut qu'on vous initie sur l'informatique. Donc, vous allez faire là-bas de l'informatique. Après avoir fait l'informatique, on vous explique la plateforme et tout. Après, c'est à partir de là que vous allez en tout cas faire toutes vos études jusqu'à les réussir. En tout cas, au début, ça peut être difficile, mais au fur du temps, vous allez vous adapter et après, ça va être facile pour un étudiant. Mais c'est juste les débuts qui vont être un tout petit peu et qui vont peut-être même décourager certaines personnes. Alors, Abdoulaye, je vais revenir à toi. Aujourd'hui, quand on parle de sciences politiques, tout à l'heure, tu as fait la différence entre un politique et un politiste en disant bien que une personne qui fait de la science politique ne va pas forcément faire devenir un politicien. Et aujourd'hui aussi, on fait cette confusion, je pense, entre sciences politiques et études en droit. Quelle est la différence et la spécificité de chacune des filières? Alors, quand on parle de sciences politiques et de droit, au début, c'était deux filières qui étaient ensemble. Déjà, à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté de droit, c'est faculté des sciences juridiques et politiques. Oui. C'est juste, il n'y a pas longtemps qu'ils ont détaché ça, que les étudiants en sciences politiques maintenant ont leur propre faculté. Mais pour moi, les études en sciences politiques sont plus complètes en fait, dans la mesure où
lorsqu'on fait sciences politiques et relations internationales, on est obligé de faire du droit là-dedans. Par exemple, vous allez faire du droit constitutionnel, droit administratif, du droit de manière générale, Des affaires. droit des affaires exactement, droit des Nations Unies. Tout ça là, c'est les modules que l'on fait en sciences politiques et qui de base étaient juste des modules de droit. Donc c'est une filière très complète qui vous aide à mieux comprendre les choses et qui vous aide à cerner en fait, à être polyvalent. Parce que lorsqu'on fait sciences politiques et relations internationales, on a la possibilité soit, comme il l'a dit, de devenir après politiste, de devenir diplomate, de devenir journaliste, de travailler dans les ONG ou d'être conseiller. Mais après, on a aussi la possibilité en master de faire du droit international, par exemple. J'ai une amie qui est au Canada, qui est en train de faire une licence en sciences politiques, mais qui après sa 3e année fera du droit international. Donc, c'est la filière qui lui donne cette possibilité-là d'être polyvalente, de pouvoir faire beaucoup de choses, et voilà quoi. D'accord. Alors là, je pense que c'est clair aussi. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu penses que la science politique est essentielle dans la société? Alors, lorsqu'on parle de sciences politiques dans une société, pour moi, dans notre société par exemple sénégalaise, parce que c'est la société que je maîtrise le plus, il faudrait que l'on essaie de faire une comparaison entre notre Parlement et le Parlement français. Dans le Parlement français, il y a une chose que l'on voit, c'est que la plupart des députés qui sont là-bas sont d'anciens étudiants des IEP. Les IEP, c'est les instituts d'études politiques, comme Sciences Po Paris, tout ça. C'est d'anciens étudiants qui, après leurs études, ont choisi des carrières, mais à qui la population a fait confiance parce qu'ils savent, parce que la population sait qu'ils maîtrisent ce qu'ils disent. Donc, ils ne vont pas dans un parlement du moins, juste pour dire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas dans un parlement juste pour représenter un parti, mais ils vont au parlement pour représenter les intérêts de la population qui les a élus. Et à contrario, dans notre parlement, ce que l'on voit, c'est des députés qui n'ont pas fait sciences politiques, pour la plupart, qui n'ont pas fait sciences politiques et qui ne sont là-bas que juste pour les intérêts d'un parti. Tu vas entendre certains te dire, moi je suis là pour voter les lois d'un parti. Donc pour eux, le problème n'est pas de voir si cette loi va arranger la population ou pas, mais pour eux, c'est le parti a dit ça, c'est ce que nous allons faire. Même si une loi devait passer et que cette loi-là arrangeait la population et que le parti dit non, eux ils vont dire non. Donc ces dynamiques-là, c'est des choses à éviter. Et moi je pense que tout ce qui sont à la tête de nos pays, que ce soit les députés, que ce soit les membres du gouvernement, doivent avoir des personnes qui ont fait des études en sciences politiques. Parce que pour moi, ces personnes sont éveillées. Ils peuvent les conseiller, ils peuvent les aider à prendre les bonnes décisions pour la population. Et cela permettra de ne pas arriver à certains points où ils vont prendre des décisions et les regretter plus tard. Et ces décisions-là ne vont pas arranger la population. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Et donc, plus haut, ce que tu as dit, c'est que ce Parlement, ce sont des personnes qui doivent maîtriser ce qu'elles disent. Exactement. Et aujourd'hui, au Sénégal, quand il y a un phénomène politique, que ce soit au Sénégal ou même dans un pays africain, et qu'une personne parfois se permet d'analyser, cette personne peut être enfermée ou être jugée de taxer par exemple l'État de ça ou ça, alors que cette personne n'est que politiste. Autrement dit, elle a fait des études en cette filière et donc cette filière lui permet vraiment d'analyser ce qui se passe. Exactement. Et même de prévoir. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui veulent vraiment choisir cette spécificité de faire jouer la géopolitique et de se dire que par exemple je vais créer une télé, une chaîne, et dans cette chaîne il y aura une personne, un analyste géopolitique par exemple, ou une personne spécialisée carrément en sciences politiques qui va analyser ce qui se passe sur la scène politique africaine ou au Sénégal. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à ces personnes qui veulent faire ça ou qui ont peur de faire cela? De créer des chaînes de télé, de prendre carrément la parole et de se permettre, parce que les gens vont dire que cette personne s'est permise, alors que cette personne a bel et bien fait ses études pour pouvoir exercer ce métier. Exactement. Mais un métier qui n'est pas, on va dire, apprécié de tous. C'est ça. Parce qu'apparemment, ça touche des zones sensibles. Dans un premier temps, il faut le courage. Parce que c'est un travail que l'on fait dans un premier temps par ambition. Lorsqu'on intègre une école de sciences politiques et de relations internationales,
c'est parce qu'on a toujours eu la volonté de comprendre les dynamiques des relations sur la scène internationale, comprendre pourquoi tel ou tel pays a un pouvoir décisionnel plus important que l'autre. Donc, c'est un métier que l'on fait parce qu'on aime d'abord ce qu'on a appris. Après, pour restituer ce qu'on a appris, il faut du courage, mais il faut aussi du temps. Parce que les Sénégalais ne sont pas encore habitués à ça. Ils sont habitués à consommer les analyses de personnes qui n'ont pas étudié la filière, mais qui viennent juste pour donner leur avis. Alors que l'avis de l'expert, pour moi, c'est ce qui doit primer sur les autres avis, parce que l'expert, lui, il maîtrise ce qu'il dit. Il ne s'élève pas, il n'a pas pris position, il ne parle pas pour qu'un parti ou une personne soit devant une autre, mais il parle pour être impartial du moins. Tout à fait. Ce qu'il veut, c'est que la société est de l'avant. Donc les personnes qui feront ce métier plus tard devront être impatients, devront vraiment être impatients. Parce qu'au début, ça va être très difficile. C'est comme le début des études en sciences politiques, c'est très difficile. Parce que lorsque nous débutons, on nous dit une chose. Vous finirez vos cours tôt, mais vous avez du travail dans l'après-midi. Par exemple, je me rappelle l'année dernière, on avait des cours de 8h à midi. Et après, nous croyions que ça va, quoi. Après midi, c'est un temps de repos, que nous avons du temps pour faire autre chose. Alors que de 12h à 19h, c'est un temps de recherche. Donc, tous ces efforts que la personne a consentis avant d'en arriver là, il doit penser à ça. Il doit avoir le courage de penser à ces efforts qu'il a faits et de se dire que je dois aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, je dois pas penser aux préjugés, aux pensées des personnes. Ce qui m'intéresse, ce que je veux, c'est que mon pays avance. Donc, s'il faut dire des choses qui n'arrangent pas à la population, mais qui rentrent dans leur intérêt, je vais les dire. Parce que tout ce qui intéresse le politisme, c'est l'avancée, le développement de sa société. Tout à fait. Et merci pour cette réponse fructueuse. Alors, Mamadou, la question que je vais te poser, si bien sûr tu n'as pas quelque chose à ajouter face à ce que Abdoulaye vient de dire tout de suite. Juste, j'en ajoute, comme vous l'avez dit, hein, il y a des gens qui ont fait la science politique, qui, en tout cas, optent de devenir journalistes politiques, d'être dans des chaînes et tout. Mais la plupart, je ne sais pas si vous les constatez ou pas, ce ne sont pas des gens qui disent quelque chose et qu'on les arrête. Parce qu'ils maîtrisent bien sûr ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ça fait partie de notre formation de faire des modules en communication politique. Quand on dit communication, c'est pas seulement communication en tant que de parler, mais de savoir parler et comment le parler et à qui aussi doit le parler. Donc, c'est comme parfois on le voit dans les télés, hein, des gens qui parlent sur la politique alors qu'ils ne méritent pas en tout cas d'être là, ou bien ces gens-là, ils ne savent rien de ce qu'il est en train d'avancer. Et souvent, on le voit dans les télés. Là, même parfois, et c'est dangereux parce que les gens qui vous regardent aussi, ils peuvent être des enfants en pensant que ce que vous êtes en train d'avancer est quelque chose, en tout cas, qui est normal. Comme le dit Freddy Taylor, the right man at the right place. L'homme qu'il faut à la classe qu'il faut. Donc, je pense que quand vous avez votre structure, que ça soit télévision, que ça soit en tout cas n'importe quelle structure, je pense que vous avez toujours besoin de l'homme qui détient en tout cas les bonnes compétences, les bonnes capacités pour ne pas vous conduire en tout cas sur certaines erreurs comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait, et c'est vraiment à prendre en compte. Alors, toujours dans la découverte de la science politique, cette fois-ci la question que je vais te poser à toi, Mamadou, quelle méthode de recherche est-ce que vous utilisez, les étudiants en sciences politiques? Pour ça, nous, on utilise des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. Des méthodes quantitatives comme les sondages que vous entendez, comme par exemple à cette période. Je ne sais pas, est-ce que vous suiviez, en tout cas, nous qui jouons l'actualité, surtout dynamique avec les élections, quels sont les partis qui sont plus suivis par la population sur les chaînes YouTube, sur la télévision et tout. Nous, on utilise ce genre de méthodes, les sondages, pour pouvoir en tout cas donner notre analyse
toujours aussi de comprendre les choix politiques, mais aussi toujours cherche à donner une conclusion sur l'avancée des choses. Comme tout à l'heure qu'il a dit, parfois vous pouvez engager un conseiller en sciences politiques parce que vous avez opté de faire une carrière politique, étant donné que tu es acteur. Là, c'est en tout cas ces spécialistes qui ont fait la science politique qui peuvent vous dire que sur cette base, c'est là-bas que vous devrez faire, toujours pour gagner l'opinion, pour gagner aussi la confiance des gens à qui que vous voulez, en tout cas, représenter à l'Assemblée nationale. On utilise aussi des analyses qualitatives, comme par exemple les entretiens. Essayer d'entrer avec, par exemple, les acteurs, comme tout à l'heure je vous l'ai dit. Donc, oui. Mais aussi, parfois, on combine les deux pour avoir une vision complète de ce qu'on recherche. D'accord. Donc, c'est vraiment, on va dire, une étude poussée où il faut y avoir énormément d'informations pour pouvoir comprendre. Exactement. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un dire que les personnes qui font sciences politiques ou qui sont spécialisées en géopolitique, c'est comme s'ils étaient des oracles. Autrement dit, ils vont aussi essayer de prévoir le futur. Et ça, on le voit sur France 24 avec l'analyste géopolitique Rybinski-Gauthier, je sais pas, certainement vous le connaissiez, qui dès qu'il parle, vous comprenez ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça s'est déroulé, et ce qu'il dit après, dans beaucoup d'hypothèses qu'il dit, après, à chaque fois, ça se produit. Donc, vive les politistes. Voilà. Alors, Mamadou, aussi, une autre question. En quoi aujourd'hui la science politique interagit-elle avec d'autres disciplines comme l'économie, la sociologie ou l'histoire? Vous savez, la science politique, en tout cas, il est, comme tout à l'heure, il a dit, complète. Il est une science tellement complète. Il utilise beaucoup d'autres sciences, surtout les sciences sociales, mais parfois, par contre aussi les sciences exactes parfois. C'est pourquoi cette interdisciplinaire-là qu'il a eu lui permet parfois d'utiliser, par exemple, l'économie, comme vous l'avez dit, pour comprendre, en tout cas, et faire des prévisions, comment qu'il doit adopter des politiques qui vont leur pousser d'un plan A pour aller en plan B. Et ça, ce qui va en tout cas les confirmer, c'est lors des séances budgétaires à l'Assemblée nationale. Oui. C'est aux politistes qui sont spécialisés sur ce domaine qui doivent toujours faire des études poussées pour savoir comment ils doivent répartir ce budget du Sénégal pour que l'économie du Sénégal passe de tel point jusqu'à aller à tel point. Donc ça, c'est parce qu'il a utilisé l'économie. Donc on peut utiliser aussi, par exemple, l'histoire. Pour, par exemple, nous, dans nos modules, on avait en deuxième année la sociologie, anthropologie politique. D'accord. Donc ça va, dès que vous entendez sociologie, c'est qu'il utilise la sociologie pour comprendre la société. Parce que quand même, comme si vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Si vous aussi, il y a un problème dans la société, qu'on a besoin de voir le sociologue. Nous aussi, c'est comme ça. Quand il y a un phénomène, en tout cas qui se passe, et on veut en apporter des solutions sur ça, on a besoin de la sociologie en ce moment-là. Pourquoi anthropologie? Parce qu'on a besoin toujours d'étudier la culture, l'environnement, pour savoir, par exemple, au Sénégal, c'est ça qui va marcher ici. Si vous faites ça, ça va répondre à notre réalité. Mais si vous ne faites pas ça, en tout cas, vous pouvez risquer d'avoir des problèmes, comme par exemple des questions qui sont un peu sensibles. Ici, vous n'osez pas dire certaines choses sur la religion, certaines choses sur les khalifas, certaines choses, vous avez compris là où je vais. Donc, pour vous dire qu'on a toujours besoin de ces en tout cas, d'autres disciplines pour montrer cette interdisciplinarité que vous parlez tout à l'heure sur la science politique. Merci beaucoup. En tout cas, à vous entendre tous les deux, on a automatiquement envie de changer de filière, peut-être que moi aussi. Et donc, Mamadou, la dernière question avant de passer à Abdoulaye, est-ce qu'une personne qui n'a pas fait sciences politiques et arrivé jusqu'en licence 3
et veut par la suite faire un master en sciences politiques, est-ce que c'est possible? Parce qu'au Sénégal, on voit les nouveaux bacheliers, d'habitude, ils savent pas quoi choisir, et que c'est après avoir fait 2 ans à l'université, 1 an et demi, ou même 3 ans, et après, quand ils doivent faire leur master, des fois même, ils vont jusqu'au master 1, après, ils changent finalement de filière carrément, et ils recommencent tout au début. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible pour une personne qui n'a pas fait sciences politiques, durant ces 3 années de licence, peut directement déposer pour un master en sciences politiques, ou existe-t-il des filières connexes avec la science politique qui permettra à d'autres filières vraiment de pouvoir poursuivre leurs études dans ce cadre? Malheureusement, d'après ce que je sais, c'est pas quelque chose qui sera possible, parce que en sciences politiques, en tout cas, que lui c'est un processus tellement que si vous maîtrisez, si vous avez en tout cas eu certaines capables de base, la base, surtout en L1, L2, surtout de comprendre l'histoire des idées politiques, introduction à la science politique et tous ces genres de notions-là, tu auras toujours du mal pour adapter de le faire en licence 3. Donc, parce que moi-même, je voudrais le faire, mais malheureusement, vu que je suis scientifique, je voudrais seulement, en pensant que comme on l'avait en tout cas compris en terminale, si vous avez bac sciences politiques, la bac S, vous pouvez virer vers les séries littéraires, c'est bien possible. Mais le contraire, ça ne sera pas possible, vu que là-bas, il faudra la base pour pouvoir en tout cas cumuler les deux. Juste que parfois, vous pouvez combiner, comme par exemple moi, je dis que non, je veux avoir un master sur les relations nationales et internationales pour étudier les questions pétrolières, parce que j'ai fait la géologie appliquée en mine et pétrole. Là, maintenant, ça va me faciliter si j'aurai en tout cas une certaine compétence en relations internationales, faire des études très poussées sur les droits internationaux. Là, ça pourrait m'aider à en tout cas cumuler la formation que j'ai initialement avec la science politique. Par exemple, aussi, nous, on peut songer après de faire, comme par exemple l'exemple que je donné, des modules, des masters de droit, mais pas un étudiant juriste pour aller après virer pour aller en sciences politiques. Parce que même à l'université, auparavant, vous allez être en tronc commun. En première année, les étudiants juristes et politistes. Après, en deuxième année, on peut commencer à vous séparer. Mais dès qu'en troisième année, on va vous séparer, les politistes vont continuer, les juristes vont continuer. Ce qui veut dire que même après, un juriste ne pourra pas venir rejoindre les politistes. Mais un politiste peut bien sûr le faire parce qu'il a déjà eu la formation initiale, parce que dans notre formation, toujours il y a des modules de droit, d'énormes modules de droit. Parfois même, vous pensez que vous faites plus de droit que les juristes. D'accord. Bon, on va dire que les juristes, ils sont beaucoup plus dans la pratique. Mais surtout ça. Et eux, leur domaine, en fait, il est spécifié, alors que vous, avec vos explications, on voit que c'est très vaste. Parce que quand on parle de relations internationales, déjà, le fait de raffermir les liens avec les nations, on a parlé de sociologie, on a aussi parlé d'économie, voilà, et d'histoire aussi. Donc, c'est vraiment une filière, on va dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, complète. Exactement. Alors là, je vais venir à Abdoulaye. Comment est-ce que la science politique a-t-elle évolué au cours des dernières années? Est-ce que la politique que l'on est en train d'enseigner, par exemple, depuis 2000 ou depuis 2020, est-ce que c'était la même chose il y a 50, 10 ans? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, lorsqu'on parle de sciences politiques, pour moi, il faudrait d'abord que l'on essaie de replacer le contexte de naissance de notre discipline. Parce que la science politique a voulu naître, les mots des filières comme le droit, la philosophie politique, ou la sociologie politique, se sont mis à lui barrer la route, en fait, pour lui dire, c'est pas la peine que tu naisses. Tout ce que tu veux faire apprendre aux autres là, nous, on est là, et on est en train d'étudier ça, comme par exemple la philosophie politique. Ils étaient là, politique. Ils se disent qu'ils s'intéressent aux questions politiques. La sociologie politique, aux questions politiques. Le droit public, droit constitutionnel, État. Et dans mes propos au début, j'ai carrément affirmé que la science politique, c'est une science de l'État. Donc, pour le droit public, c'était pas la peine que la science politique naisse. Pour eux, ils étaient en train d'étudier l'État.
qui pour la science politique est un élément essentiel. Mais après, il y a une chose qui les différencie, c'est-à-dire nos méthodes, nos objets, nos auteurs. Parce que pour nous, au début, il y a une chose qui nous était dit, que l'on faisait peut-être mal, et que les autres pensaient que l'on fait mal, et que on prend l'État et on le met au centre de toute notre réflexion, en fait. Pour nous, l'État est un statocentrisme. C'est-à-dire, l'État est au centre de nos réflexions. Parce qu'il y a le pouvoir, le système, et tant d'autres choses qui font que nous, on réfléchit sur l'État. Mais cela ne veut pas dire que l'on réfléchit seulement sur l'État. Parce que sur la scène internationale aujourd'hui, il n'y a pas que l'État qui domine. Il y a les firmes, il y a les lobbies, qui ont un poids très important, un poids décisionnel très important sur la scène internationale. Donc, notre objet a changé. Maintenant, il y a l'État de côté. Ça, nous l'acceptons. Mais il y a aussi les firmes que nous étudions. Il y a aussi les lobbies que nous étudions et les ONG. Parce que les ONG, quoi que l'on puisse dire, ont aussi un poids décisionnel très important sur la scène internationale parce qu'ils participent à la bonne vie de certaines populations. Par exemple, je donne un exemple. L'ONG qui s'occupe de tout ce qui est éducation fait un excellent travail en Afrique. UNICEF. Exactement. De UNICEF et UNESCO en même temps. Parce que l'UNICEF, les enfants, UNESCO, l'éducation. Mais ces deux organisations de l'ONU mises ensemble font un excellent travail, par exemple, en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est seulement en Afrique, pour moi, que l'on parle de scolarisation des filles. C'est en Afrique où on parle de famine. Mais ces organisations sont aujourd'hui en train de faire un excellent travail. Donc, leur pouvoir décisionnel sur la scène internationale doit peser. Parce que si ça ne pèse pas, ils peuvent se retirer. Ils peuvent arrêter tout ce qu'ils étaient en train de faire pour les humains. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour les hommes. C'est pour que ces hommes-là puissent avoir une bonne vie, pour que ces hommes puissent être dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup encore à Mamadou. Alors, la question là que je vais poser, ce sont les grands défis auxquels sont confrontés la science politique, parce que depuis tout à l'heure, vous dites qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord, des personnes qui penseront que vous êtes axé que sur la politique. Donc, quels sont vraiment les défis auxquels la science politique est confrontée aujourd'hui? Alors, pour moi, les défis auxquels notre filière est confrontée, c'est dans un premier temps, les défis théoriques. On est dans un monde où on est taxé de toujours théoriser, de toujours privilégier la parole aux actes. Mais pour moi, ce défi n'est plus d'actualité. Parce que si on prend des exemples comme Bertrand Badi, qui est un homme exemplaire en France, par exemple, et qui a été l'une des figures les plus importantes dans l'analyse de l'attaque du Bataclan, on se rend compte que l'analyse qu'il a faite, c'est une analyse très intéressante et c'est une analyse basée sur des faits, sur des preuves, sur une étude qu'il a réalisée. Donc ça, c'est, les défis un des défis auxquels nous étions confrontés, mais qui pour moi n'est plus d'actualité. Et aussi, on peut parler du fait que en sciences politiques, c'est très large. Faire de la science politique, c'est très large. Oui. Mais après, ceux qui voudront faire de la diplomatie seront obligés de passer par des concours, comme par exemple l'ENA ici au Sénégal. Et pour moi, un étudiant qui a son master 2 en sciences politiques et relations internationales n'a pas à passer par l'ENA pour être diplomate. Parce que lui, il maîtrise ce qu'il dit. Il a les moyens de représenter son pays sur la scène internationale. Donc lui, il n'a pas à passer par ENA pour être diplomate. Par exemple, je donne mon exemple. Après mes études, je veux faire diplomatie. Je veux représenter mon pays sur la scène internationale dans d'autres pays. Je veux travailler pour que la coopération entre mon pays et d'autres pays soit une coopération gagnant-gagnant. Oui. Mais le problème, c'est que je suis obligé de passer par l'ENA. Et si je tente l'ENA cette année et que j'échoue, je serai obligé encore d'attendre, de continuer mes études et d'attendre que l'ENA m'ouvre ses portes dans peut-être 5 ans ou 3 ans, 4 ans, ça dépendra d'eux. Et ça, c'est un temps qui pour moi est assez long et qui, pendant ce temps d'attente-là, l'étudiant peut changer d'avis, peut changer de voie. Et au début, sa passion, c'était de faire de la diplomatie. Et peut-être, je dis bien peut-être, si son pays lui avait donné la possibilité de faire de la diplomatie sans pour autant passer par l'ENA, il aurait pu faire des merveilles. Il aurait pu être l'un des meilleurs diplomates.
en diplomatie, pour moi, on a besoin, par exemple, de faire des recherches, de savoir comment ça se passe sur la scène internationale, de lire des auteurs, par exemple, parce que c'est un must pour moi, de lire des auteurs comme Henry Kissinger, qui pour moi est le meilleur diplomate que le monde ait connu, mais de lire des auteurs comme ça, et de se préparer à faire ce travail, parce que c'est un travail qui demande énormément de sacrifices, mais nous, on est conscient de ces sacrifices, on est prêt à les faire, donc l'État ne doit pas nous obliger à passer par ces concours-là. Donc pour moi, c'est des défis. D'accord, des défis intéressants. Donc avant de revenir à toi, Mamadou, pour dire aussi quel défi est-ce que tu as, est-ce que c'est pas parce que les gens ou les étudiants ne sont pas au courant? Parce que tu as parlé d'ONG et que dans ces ONG, vous aussi, vous pouviez travailler. Et d'habitude, ce sont toujours dans les ONG internationales pour votre cas. Exactement. Donc, est-ce que peut-être les jeunes ne se sont pas dit qu'il n'y a que l'École nationale d'administration qui propose cela? Pourtant, il y a des offres d'emploi sur LinkedIn et tout qui donnent des postes d'emploi qui sont carrément pour des personnes qui sont spécialisées, soit en sciences politiques, soit en filière diplomatie. Donc là, je me dis, où est-ce que ces opportunités ne sont pas assez vulgarisées, qui fait que les gens ne vont que s'appuyer dans les concours? On a un autre exemple que je pourrais te donner. Lorsque j'étais en première année, la plupart de mes camarades de classe, on leur a posé une question. Après vos études, qu'est-ce que vous voulez devenir? La majorité a répondu diplomate. Mais on s'est rendu compte en deuxième année que ces mêmes personnes-là qui voulaient être des diplomates ont changé de voie. De là, je voudrais que l'on change aussi ou que l'on enlève un autre stéréotype que les gens ont des étudiants en sciences politiques, que lorsqu'on fait des études en sciences politiques, c'est pour être diplomate. Pas forcément. On peut faire des études en sciences politiques et relations internationales pour ensuite travailler dans les ONG et les étudiants sont au courant de ça. Il y en a qui cherchent à travailler dans les ONG. Il y en a qui cherchent à travailler dans les organisations internationales. Parce que moi, j'en connais des gens qui ont eu leur master 2, par exemple, en sciences politiques et relations internationales, et qui aujourd'hui travaillent à l'UA. Qui aujourd'hui travaillent pour le développement de l'Afrique, et qui, parfois, il y en a qui même vont dans l'armée. Parce que lorsque tu fais Sciences Po et relations internationales, tu as la possibilité de te spécialiser, par exemple, pour ton master en paix et sécurité. De devenir, comme tu disais tout à l'heure, de travailler dans la géopolitique ou d'être géostratège. D'accord. On a aussi la possibilité d'être des stratèges. C'est-à-dire, lorsqu'un président est élu fraîchement, il doit mettre sur place une stratégie de développement pour son pays. Comme on a vu avec nos nouveaux dirigeants, ils ont mis sur place Sénégal, 2005, horizon 2050, exactement. Oui. Et pour ce travail-là, ils ont été obligés d'aller voir un cabinet. Et ces cabinets, pour la plupart du temps, facturent très cher. Il y a des cabinets comme Mozart, qui juste pour te faire la stratégie de développement de ton pays, peuvent te facturer 2 milliards, facilement comme ça. 2 milliards de francs CFA. Donc c'est des travaux que nous pouvons faire, sur lesquels nous pouvons nous spécialiser, mais il n'y a pas que seulement la diplomatie. On a beaucoup de débouchés. On peut être conseiller, communicant, conseiller pour les présidents, conseiller pour les députés, conseiller pour les membres du gouvernement. On peut ici être conseiller en communication politique. D'accord. Parce que pour nous, il y a la communication politique, il y a la communication institutionnelle. La communication politique, c'est une communication que les politiques ont l'habitude d'utiliser pour faire de la propagande. Et c'est une partie essentielle pour nous dans l'acquisition du pouvoir. Parce que lorsqu'on veut acquérir le pouvoir, il faudrait séduire. Et comment séduire? Il faut faire de la propagande. Et cette propagande-là, les politiques qui, pour moi, n'ont pas été dans des écoles de Sciences Po, ne peuvent pas le faire seuls. Donc, ils sont obligés d'aller voir des spécialistes en communication politique. Il y a aussi la communication institutionnelle qui oblige, par exemple, nos dirigeants à ne pas dire n'importe quoi et n'importe où. Donc, c'est des communications qui sont encadrées par des experts qui ont des diplômes en la matière et qui savent ce qu'ils font, en fait. En tout cas, on ne prend pas n'importe qui. Exactement. Et je pense que c'est décidé, je vais changer de filière. Parce qu'avoir 2 milliards comme ça sur un marché, c'est vraiment énorme. Et là, donc, je vais citer le docteur Cheikh Oumar Diallo et aussi le fondateur de Demosthène Academy qui, eux, ils ont des cabinets. Bon, le docteur Cheikh Oumar Diallo est le fondateur de l'école d'art oratoire qui se trouve sur la VDM. Oui. Donc, lui, on voit dans son parcours, en fait, qu'il a été conseiller de certains hommes politiques ici au Sénégal et que dans ces modules, il y a aussi ces différentes sortes de communication, ainsi aussi que dans
dans le cabinet de Demosthène Academy où il fait aussi de l'art oratoire mais aussi de la communication politique et à chaque fois il le propose et ses tarifs sont énormes pour dire que vous gagnerez beaucoup. Alors merci beaucoup à El Hadji Abdoulaye Konté pour ce magnifique discours. Alors Mamadou, quel genre de défi est-ce que toi aussi tu penses que la science politique a en ce moment? D'abord, avant de parler sur les défis, je vais seulement rebondir un peu sur les propos très, très importants que disait tout à l'heure mon camarade, qui est sur l'évolution du domaine. Parce que aussi récemment, ce qu'on a devenu, vu qu'il est devenu plus interdisciplinaire, qu'on parlait là, et intégré dans le contexte mondial. Pourquoi? Parce que notamment avec les crises internationales, tout à l'heure il le parlait, tout le monde actuellement veut défendre son pays devant en tout cas la chaîne internationale. C'est très très important. Jusque avec sur les modules numériques actuellement qu'on utilise, les outils numériques comme actuellement tu peux parler quelque chose, automatiquement ça va diffuser partout dans le monde, comme tout à l'heure vous l'avez expliqué, mais aussi avec les données. Parfois, vous pouvez entendre, par exemple, récemment, le Premier ministre, président Ousmane Sonko, disait que le gouvernement, en tout cas sortant, avait dit tel chiffre sur l'économie, alors que nous, ce qu'on a vu, c'est pas tellement qu'avec les données, ça commence déjà à prendre forme sur la chaîne internationale, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences d'énormes sur notre économie, mais aussi sur notre ouverture par rapport, en tout cas, à la chaîne nationale, internationale du moins. Là aussi, on peut, ce qui veut dire qu'il va essayer de transformer nos façons aussi d'analyser maintenant les contextes, en tout cas, et les réalités politiques. C'est ça, c'était juste pour parler sur l'évolution qu'on parlait actuellement sur la science politique. Parce qu'auparavant, on l'utilisait, comme tout à l'heure, vous l'avez dit, pour parler seulement de l'administration au Sénégal, parler sur ce qu'on va travailler ici. Mais maintenant, on est obligé, nous, surtout qui font des études poussées sur les relations internationales, d'aller représenter, en tout cas, nos pays dans les relations internationales. Parce que vous ne pouvez pas attendre qu'on vous parle qu'il n'y a pas attendre un mois sans que notre président Diomaye ne va pas sortir, aller négocier et revenir. Sinon, le pays ne va pas marcher. Il faut qu'il sorte et revenir, Moi, ce que je déplore toujours, c'est, tout à l'heure, je l'ai dit et je vais le répéter encore. Ça veut dire que la bonne personne, il faut qu'on les choisisse. Vous voyez parfois des ambassades qui n'ont rien, en tout cas, de relations internationales. Après, qui vont devenir ambassadeurs dans un pays. Là, qu'est-ce qu'il pourrait en apporter Parfois, il me dit que non, c'est par l'acquisition de compétences ou bien d'expérience, etc., etc. Pourtant, il y en a quelqu'un qui est étudiant, qui est jeune. Ici, nous, on ne favorise pas toujours la jeunesse. Ça. Après, et puis là, je vais encore souligner les ambassadeurs qui sont nommés. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle aussi de diplomates, il y a confusion. Il y a des diplomates qu'on nomme. Il y a des diplomates maintenant de fonction, ceux qui sont carrément en sciences politiques. Et ces diplomates qu'on nomme, comme vous l'avez dit, on peut prendre ici un professeur d'arabe qui n'est jamais sorti, qui peut-être même son français n'est pas assez poussé. On prend et on le nomme. Je pense que les jeunes formés en sciences politiques, option diplomatie, ils auraient pu occuper ce poste. Exactement. Voilà. Et comme vous l'avez dit, parce que quand vous partez dans les autres pays, comme par exemple la France, pourquoi qu'on prend toujours l'exemple de la France? Parce que les meilleurs là-bas, surtout ceux qui parlent sur les questions politiques, que ça soit, parce qu'on parle de politique, il y a trois formes, à savoir les trois régimes, que ça soit les parlementaires ou bien les gens qui travaillent sur l'exécutif ou bien qui travaillent sur l'administration. La plupart d'entre eux qui vont sortir, en tout cas avec leur diplôme en sciences politiques. Et minimum, vous allez faire 5 ans en tout cas pour sortir avec le diplôme master et travailler dans des structures comme ça. Avant qu'on vous nomme quoi que ce soit. Mais ici, c'est comme tout à l'heure, vous avez en tout cas donné l'exemple. Ici, je ne sais pas, il ne veut pas les gens qui ont en tout cas eu des compétences, qui ont fait et qui devraient aussi toujours les encourager. Récemment, on a eu sur les PCA là un camarade, actuellement on l'a nommé PCA, Mbissine,
Et il avait fait des études en commerce international. Et après, il est venu inscrit en université numérique en sciences politiques. Récemment, on l'a nommé PCA et elle est en première année. Pour vous dire que parfois, et pourtant, à travers la science politique, juste qu'elle a fait 1 an, il a commencé à imposer, en tout cas, montrer ce qu'il a appris. Déjà, automatiquement, elle a eu cette promotion. Mais nous, le problème en est qu'il faudra qu'on entre dans l'arène politique si on veut en tout cas avoir certaines choses. Poste. Et c'est pas parce que tout le monde, en tout cas, opte d'être acteur politique. Il y a des gens comme nous, moi je le dis à chaque fois, que j'aime pas, en tout cas, surtout la façon dont, au Sénégal, dont nous faisons la politique. Moi, en fait, c'est vraiment pas de la politique. C'est de la politique politicienne, en fait. Exactement. Et il faudra ce défi-là déjà, qui est en tout cas un défi majeur, qu'on doit relever, d'expliquer réellement qu'est-ce que la science politique, surtout avec les nouvelles générations qui vont venir là, parce que il y avait même un plateau que j'étais en tout cas le journaliste posait la question à savoir est-ce qu'on ne peut pas l'intégrer au lycée quoi, d'aller essayer de motiver les élèves pour qu'ils puissent, parce que c'est pas une filière qui est connue, surtout dans les pays comme en Afrique surtout la plupart. Il ne connaît pas la valeur de la science politique. Pour vous dire que c'est très, très, très important. Ça, c'est l'un des défis. L'autre défi majeur que je peux parler, c'est la montée des fausses informations. La montée à chaque fois qu'avec actuellement les nouvelles technologies, ça va vite. Oui, ça va vite. Vous voyez, et ça aussi, ça peut menacer notre démocratie. Ça peut à chaque fois aussi menacer notre gouvernement, etc., etc. Et c'est des choses, en tout cas, que nous, on doit relever pour essayer d'éviter ce genre de choses-là, de ne pas toujours laisser les gens parler où ils veulent, comment ils veulent, parler dans les chaînes télévisées, être là comme chroniqueur. Non, je suis chroniqueur politique. Et tu n'as jamais fréquenté des écoles en sciences politiques. C'est pour cela que même vous voyez une différence entre les professeurs en sciences politiques. Parfois, il peut y avoir des contextes politiques tellement tendus dans le pays, mais vous ne les entendez pas parler automatiquement. Parce qu'ils vont toujours avoir, en tout cas, une méthode d'analyse des faits, de voir les réalités avant de donner une conclusion pour dire que cette chose, ça se passe comme ça et c'est comme ça qu'elle doit se passer. C'est ça qu'on appelle analyse empirique, analyse normative, etc., etc. Ça aussi pour vous dire que c'est des défis qu'on doit relever, surtout avec aussi les crises internationales là où nous sommes. Vous voyez, actuellement, on parle de mondialisation ici, de globalisation ici, de régionalisme ici. Pour vous dire que ces défis-là, aussi, nous, en tant que politistes, on doit en tout cas occuper ce genre d'instance de décision pour quand même essayer toujours de défendre notre pays, qui, étant donné que aussi c'était citoyen, je le dis toujours, parce que la plupart, vous allez le voir dans 2 ans, 3 ans, comme mon ami, il peut y avoir une promotion et automatiquement, s'il est boursier, il va laisser le Sénégal et aller explorer ses compétences ailleurs. Parce que là-bas, au moins, on va lui respecter, on va lui donner aussi, en tout cas, ce qu'il a mérité. Alors que ici, comme vous l'avez dit, vous pouvez avoir votre master. En tout cas, ce que vous voulez travailler, c'est votre passion. C'est ce que vous voulez faire. Par exemple, être diplomate. Et on vous demande toujours d'aller à l'ENA. Et malheureusement, si vous passez, je pense qu'à 2 reprises, vous n'avez plus, le droit de postuler. Là aussi, on doit revoir ces il y a des milliers de personnes qui s'inscrivent. Exactement, surtout ça. En France, ils étaient plus de 10 000 personnes là même, c'est peut-être c'est peu, je peux dire, par rapport à... 13 000 si je me souviens. C'était en 2018. Et ça, c'était pour le concours professionnel cycle B. Vous avez vu, parce que tenter leur chance. Exactement. Ça aussi, on doit, parce que par exemple à l'UQAT, si vous êtes, ou bien je peux dire de manière générale, si vous êtes dans une université, vous faites médecine, automatiquement, si tu as eu votre doctorat, vous allez devenir directement docteur et travailler dans les structures, dans les structures de santé. Donc pourquoi pas aussi en sciences politiques, ceux qui vont en tout cas sortir avec leur diplôme, même s'il y a une école qu'on va spécifiquement réserver pour ceux qui vont sortir avec leur master, de les regrouper encore, parce que déjà avec les jeunes qui sont là,
tellement, en tout cas, il a toujours soif de travailler. Il y a aussi toujours des postes, des gaps, en tout cas, sur certains postes, comme par exemple les relations internationales. Et parfois, on est obligé d'appeler des diplomates ailleurs pour les, en tout cas, intégrer dans notre système. Et ça, c'est tellement dangereux qu'on doit, en tout cas, valoriser ce qu'on a et essayer de donner des opportunités à la jeunesse qui sont là et qui ont, en tout cas, l'opportunité de travailler. D'autres, c'est la discipline doit aussi adopter à l'ère numérique, à l'impact des réseaux sociaux surtout. Parce que, comme je l'ai dit, hein, nous, on a eu la chance. Au début, auparavant, on parlait UVS, je ne sais pas, Université des vies sacrifiées. Virtuel. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Parce que tout le monde actuellement court derrière l'université numérique chez Hamidou Kane. Pourquoi? Parce que les opportunités, on est actuellement, je pense que l'avenir actuellement des études tend vers les numériques. Qu'on le veut ou pas. Très bientôt, avec même la Covid, il a donné un exemple quand on commençait à, en tout cas, souffrir. C'est ça, en ce moment que vous entendez des télétravail. Maintenant, les gens qui n'ont plus la nécessité de se déplacer. Donc, actuellement aussi, on doit essayer de voir, en tout cas, comment adopter la science politique, toujours de le conduire vers l'ère numérique et pour qu'il puisse impacter surtout les réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'était en tout cas l'un des grands défis que j'en pensais qu'on doit relever nous en tant qu'étudiants, mais aussi les acteurs qui sont déjà actuellement sur le gouvernement, parce que c'est eux qui définissent nos politiques d'éducation, c'est eux qui définissent nos politiques aussi d'orientation et de formation. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, ça a été très fourni et j'espère que le message passera et que les choses changeront. Je rappelle que nous sommes toujours sur la rubrique Quoi devenir avec le thème à la découverte de la science politique. Nous avions comme invité à ce jour Mamadou Faye, qui est le coordonnateur national des étudiants en sciences politiques à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Il détient également une licence en sciences politiques dans cette université et également en ce moment étudiant en master 1 en géologie spéciale en mines et pétrole à l'université Sherbrooke. Également, nous avions à nos côtés Eladji Abdoulaye Kontey, qui est étudiant en deuxième année en sciences politiques à l'Institut supérieur de management, dont nous sommes très fiers d'accueillir et qui maîtrise, on va dire, déjà la science politique comme s'il l'avait depuis qu'il était bébé. Alors, dans un premier temps, nous avions eu à définir ce qu'était la science politique et de dire que ce n'est pas vraiment de faire de la politique. Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, il y a le politique, il y a aussi le politiste. Le politiste, c'est carrément celui qui fait les études en sciences politiques et le politique, c'est la personne carrément qui veut pratiquer le pouvoir au sein de l'État. Et vous aviez aussi parlé de la science de l'État, des phénomènes politiques que vous êtes en train d'étudier et de la communication politique, des négociations et le fait aussi de pouvoir devenir diplomate ou même conseiller. Et aussi, vous avez eu aussi à faire la différence entre droit et sciences politiques en disant que ce n'est vraiment pas la même chose et que il n'est pas aussi possible de venir faire une transition pour faire directement un master en sciences politiques parce que les bases sont très importantes et il y a une façon à laquelle si vous le faites et vous veniez directement en master, vous serez vraiment désavantagé par rapport aux autres. Et de dire que les méthodes d'études que sont en train d'utiliser les étudiants en sciences politiques, ils utilisent aussi les sciences sociales et exactes, les méthodes quantitatives, qualitatives, et dire qu'il y a énormément de recherches. Tout à l'heure, Kontey nous a eu à citer des auteurs et on a vu à travers ton discours qu'il y a aussi beaucoup de lectures, beaucoup de sacrifices dans vos études et que aussi la diplomatie est vraiment une filière qui provient, un métier même je vais dire, qui provient des sciences politiques mais qui n'est pas assez mis en avant au Sénégal malheureusement. Et que les débouchés, j'ai eu à le citer tout de suite, mais aussi vous serez beaucoup plus dans le côté administratif, collectivité territoriale et autres, mais aussi vous pourriez tenter les concours et où il y aura bien sûr énormément de personnes. Beaucoup de choses a été dit, mais j'espère que vous avez retenu quand même et d'être conscient aujourd'hui de l'importance de la science politique pour ceux qui n'ont pas encore choisi ce qu'ils veulent faire dans leur avenir. Alors, une toute
dernière question pour chacun d'entre vous deux. Alors, tout à l'heure, quand tu as parlé de sciences politiques, tu as dit que la personne qui est venue s'inscrire en première année, elle commençait déjà à bien s'exprimer et tout. Et d'habitude, sur YouTube, avec les concours d'éloquence, on voit que toujours Sciences Po Paris déjà, ce sont ceux qui le remportent le plus. Moi, je suis tout le temps. Et il y a aussi des concours de plaidoirie que l'on fait, je pense, à l'UGB et aussi à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Peut-être aussi ISM y participe. Et en fait, on est vraiment en train de développer, on va dire, l'art oratoire chez la personne et aussi la prestance. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et là, je vais dire que les sciences politiques sont, entre guillemets, wané et autres. Et donc, aujourd'hui, à part le fait de voir les médecins avoir, on va dire, une communauté, un mouvement et autres, on voit aussi ceux qui font de la science politique en avoir, des regroupements et autres. Et là, Mamadou, je voulais te poser, à l'université Cheikh Hamidou Kane, déjà tu es le coordonnateur. Cet espace, ce mouvement que vous êtes en train de créer, pourquoi est-ce que vous l'aviez créé, depuis quand, et comment est-ce que vous faites pour vous regrouper, si ça existe avec vous, avec les autres universités du Sénégal, ou en tout cas pour carrément vous faire prononcer par rapport aux autres universités. Merci beaucoup aussi pour cette question. Parce que, comme vous l'avez dit, nous, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, on est un peu particulière par rapport aux autres universités. Parce que nous ne sommes pas sur même place, même si c'est actuellement avec la tendance qu'il tend à devenir actuellement la deuxième université du Sénégal. Il tend à devenir le premier université. Parce que bientôt, avec les récemment créés, déjà on est en P12, la promotion 12. Nous, on a commencé la science politique à l'université avec les P5. Au P1, P2 jusqu'à P4, il n'y avait pas de filière sciences politiques. D'accord. Maintenant, après j'avoir avec les P5, qui sont les anciens, genre salut Sabali, le doyen Lamine, qui est le douanier. Il y avait les comment ça s'appelle encore, en tout cas, c'est cette promotion-là qui ont formé. En tout cas, le club, au début, c'était un club qui regroupe l'ensemble des clubs des sciences politiques. Parce que dans chaque éno que vous partez, il y a des clubs SP, clubs sciences politiques, qui sont là-bas. Maintenant, ces clubs-là, l'ensemble de ces clubs, qui ont formé premièrement un club et essayer d'organiser une rencontre entre eux, vu qu'eux aussi sont dispersés au Sénégal, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, sont 17 énos. Donc, ils se sont regroupés, oui, en un seul, dans un seul lieu pour faire une rencontre nationale. Ça, c'était en première édition. Je pense que c'est après juste à Sébikotane. Après là, il y avait aussi deuxième édition, c'était l'année passée. Maintenant, à partir de la deuxième édition, ils commencent à créer une coordination nationale. Avec l'arrivée des P10, P11, ils ont commencé à être nombreux et tout. Jusqu'à là où je vous parle, on est plus de 1500 étudiants qui sont dans la filière sciences politiques et qui se présentent dans la coordination. Et formés par c'est les 17 présidents à chaque fois qui vont élire un coordinateur national. Comme par exemple, moi je suis président à l'ENO de Mermoz, là où j'évolue en tout cas. Et je salue aussi l'ensemble de l'administration au passage, à l'occurrence Moussa Ndour à la tête. Donc les autres énos ici c'est comme ça. Maintenant après nous on a notre coordination nationale. Chaque année on organise une rencontre nationale d'où on va regrouper tous les politistes de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Mais aussi on va inviter les autres politistes dans un cadre d'échange, de partage avec des thématiques qu'on va développer là-bas, de parler sur la science politique, mais aussi de son ouverture, de son aussi, parce que c'est une science tellement riche, enrichie, tellement aussi, que tout le monde doit découvrir. Tout le monde doit savoir, surtout parce que chaque année on essaye même si on se concentre seulement dans l'essentiel, je peux dire, dans les activités pédagogiques, mais aussi on fait des activités de service à la communauté, d'aller faire des dons de sang, visiter les institutions nationales qui sont là-bas, à savoir les tribunaux, les cours d'appel qui sont là, les institutions comme gouvernance, sous-préfecture, préfecture. Aussi de montrer leurs importances, quel rôle qu'ils doivent jouer là-bas, de leur montrer surtout aux étudiants
première année, comme actuellement l'arrivée des P12, l'arrivée des P11, qui sont récemment intégrés. Donc, chaque année, on fait comme ça. Cette année-ci, on doit la faire même du 7 au 9 novembre. Ça veut dire que semaine prochaine. Et comme je le disais tout à l'heure, M. Ablaye, Inch'Allah, sera avec nous, ainsi que l'ensemble des étudiants de ISM, parce que déjà, il y aura la présence des étudiants de UGB, UCAT, UKO. C'est parce que c'est des écoles-là que je vois des étudiants en sciences politiques. Et en dehors de cela, on organise aussi des concours de compétition de politique publique, d'où chaque université va choisir. Parce que nous aussi, on peut contribuer sur en tout cas, sur les démarches de notre pays. Étant donné que nous, on est étudiants, avec nos peu de moyens, de ressources aussi, on veut aussi investir pour quand même service à notre communauté, à notre pays. Donc, on voit chaque étudiant, chaque école va prendre un sujet sur, par exemple, ou bien une politique qui était déjà, en tout cas, entamée, ou bien déjà adoptée, de faire des analyses très poussées sur ça, afin de tirer une conclusion pour dire que pour tel investissement que vous avez fait ça, si vous, en tout cas, d'après ce qu'on a eu comme connaissance, si vous pouvez le faire comme ça, donner des orientations, afin, avec l'encadrement des professeurs, bien sûr, de nos professeurs qui sont qui nous encadrent dans nos universités. Et je peux saluer aussi au passage notre chef de département, notre responsable de la filière, Dr Madame Aoud Doucouré, Dr Mamadou Lamine Sarr, Madame Melinda Dumois, qui est notre responsable de filière en licence, Monsieur Diène, qui sert lui-même des cours à l'USM, très bien connu là-bas. C'est parce que c'est ces professeurs-là qui vont venir après à Kaolack animer la conférence. Et on a invité le ministre de l'enseignement supérieur. Durant ces 3 jours, passera à Kaolack. Tout ça, c'est à Kaolack. On va prendre le départ le 6 ici. Aussi, après, on va aller jusqu'à le 10 et pour retourner. D'accord. Il y aura la présence, je peux dire qu'actuellement, là où nous sommes, il y a 6 bus déjà qui sont prêts partout au Sénégal pour ramasser les étudiants. Donc, les étudiants en sciences politiques sont toujours prêts. Actuellement, on attend plus de 500 étudiants là-bas. Déjà, dans la liste, il y a plus de 300 qui sont déjà inscrits pour leur donner, parce que c'est notre université aussi qui veut cette nécessité-là de se regrouper chaque année. Sinon, on peut être là, vous faites 3 ans sans se voir parce que vous êtes toujours sur la plateforme. Je suis à Dakar, l'autre peut être Djoum, l'autre peut être à Podor. Là-bas, il y a des énos qui sont là-bas. Maintenant, on peut être des camarades, on discute toujours, parce que dans les groupes WhatsApp, comme moi je crée toujours les groupes nationaux. Chaque promo qui vient, il y aura un groupe national qui peut regrouper, par exemple, plus de 2000 étudiants à chaque fois. Mais auparavant, comme tout à l'heure, vous l'avez ici énuméré, auparavant, il y a beaucoup d'étudiants, mais en licence, premier semestre, même deuxième semestre, vous voyez qu'il y a beaucoup qui vont abandonner. Parce que parfois aussi qu'ils ont, moi je leur dis tout le temps de leur conseiller, étant donné que même si on vous oriente dans une filière que vous ne voulez pas, ou bien vous n'avez pas, parce que parfois aussi il peut y avoir ces genres de situations qu'ils n'ont pas choisi, juste ou bien qu'ils ont choisi parce qu'ils n'ont pas de choix en faisant oui la science politique. Mais au début, ça va être difficile, mais essayez d'approcher vos anciens. Essayez aussi de faire de votre mieux parce qu'il y a des gens qui payent leur argent pour faire la science politique. Vous avez la chance qu'on vous a orienté en science politique et vous avez aussi la chance, d'autres chances, de le combiner avec d'autres formations. Par exemple, vous pouvez faire la science politique en même temps, aller inscrire à ISM pour faire là-bas relations internationales. Ça veut dire que vous cumulez les deux jusqu'au moment que vous êtes diplômé en sciences politiques ici, mais en même temps, vous avez votre diplôme aussi là-bas en relations internationales. Parce que nous, avec nos masters, il n'y a que 2 masters. Puis sécurité et développement, tout à l'heure, qui parlait et management des politiques et de collectivités territoriales. Donc là aussi, on a besoin d'autant plus de masters en sciences politiques, surtout les relations internationales, surtout les géopolitiques, surtout aussi communication, surtout en sciences politiques. En tout cas, on a toujours besoin qu'on élargit la filière, même si actuellement il y a peu de professeurs, parce que là où je vous parle, on a que ces professeurs-là, le reste c'est des tuteurs. Et je leur salue au passage aussi, c'est des excellents tuteurs qui sont, en tout cas, eu leur diplôme en master soit ou bien en doctorat.
en sciences politiques. C'est ces professeurs-là, en tout cas ces cadres de figures-là qu'on recrute les tuteurs pour qu'ils viennent nous servir des cours. Donc c'est ce que j'avais comme à vous dire comme structure. Et on attend, je lance toujours l'appel d'appeler tous les étudiants politistes du Sénégal, même si vous n'êtes pas de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, mais vous êtes passionné de la science politique, vous voulez découvrir la science politique, je vous donne rendez-vous du 7 au 9 à Kaolack, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, peut-être aussi que je serai. Ah oui, bien sûr. Alors, une dernière question pour Abdoulaye. Alors, quel message est-ce que tu laisses aujourd'hui à ces personnes qui veulent choisir la science politique? Alors, à ces personnes qui veulent faire de la science politique, je leur dis d'être persévérants. Parce que c'est une filière dans laquelle on est obligé d'être persévérant. Parce que c'est pas facile d'étudier la science politique et les relations internationales. Faire de la science politique et les relations internationales oblige l'étudiant à faire beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches encore. Et à beaucoup lire. Dans notre filière, si tu ne fais pas de recherche ou tu ne lis pas, tu seras laissé en rade. On est aussi obligé d'aller vers l'information. De savoir ce qui se passe dans tel ou tel pays. Nos profs a l'habitude de nous le dire, que nous n'avons pas la possibilité de dire que nous n'étions pas nés en 1800 par exemple, et que nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé en cette année. Nous devons faire des recherches, savoir ce qui s'est passé contre les événements majeurs. C'est un must, comme il le dit. C'est un must pour nous de le faire. Donc, faire de la recherche, être persévérant, aller vers l'information. Parce que l'information, c'est ce qui permet à un étudiant en sciences politiques et relations internationales de pouvoir faire des analyses, de pouvoir savoir le monde d'aujourd'hui marche sur quoi, sur quelle dynamique. De pouvoir se dire, aujourd'hui, il y a tel ou tel événement qui s'est passé, c'est comme ça ou comme ça, moi je l'appréhende. C'est comme ça ou comme ça, moi je fais mon analyse concernant cette information ou cet événement. Donc, aller vers l'information et être au diapason de l'information. Et pour conseiller aussi à ces personnes-là qui veulent faire de la science politique, moi je leur dirais de se préparer à la lecture. Et pour la lecture, pour moi, il y a des auteurs qui sont incontestables, qui pour moi sont des must, encore une fois, des obligations. Parmi ces auteurs, il y a Max Weber. Ouais. Weber, pour nous, c'est en fait un must, sincèrement. Weber, c'est un must. Oui. Et surtout son livre, Le savant et le politique. Parce que c'est à travers ce livre qu'il met la différence entre un savant et un politique, le comportement que doit adopter le savant et le comportement que doit adopter le politique. Par exemple, lorsque moi, je suis savant et que je dois me lancer dans la politique, Weber me dit d'être neutre, d'adopter une position neutre, de ne pas mêler mes convictions personnelles ou mes croyances personnelles à mon travail, c'est-à-dire à la politique. Donc, je dois être neutre. C'est un livre incontournable qu'il faudra lire. Il faudra aussi lire Sun Tzu et Machiavel, qui pour moi aussi sont des auteurs incontournables, parce que ils nous aident à faire de la stratégie, surtout dans une guerre avec Sun Tzu, qui nous dit comment gagner une guerre, même si parfois peut sembler cynique, mais c'est des méthodes qui ont été incontournables et qui ont été efficaces dans ces guerres, parce que d'après la légende, Sun Tzu, il a jamais perdu de guerre. C'était un général chinois. D'après la légende, il a jamais perdu de guerre, donc sa méthode, elle est efficace. Il y a aussi Rousseau et Thomas Hobbes, qui nous ont fait part des théories de l'état de nature, qui pour moi sont des choses exceptionnelles, parce que c'est des choses qui nous permettent de comprendre quelle a été l'origine de l'état, quelle a été l'origine de la société, pourquoi nous avons quitté cet état de nature-là pour venir dans une société et avoir aujourd'hui ce qu'on appelle un contrat social. Donc c'est des auteurs qu'il faudra lire, qui permettront à ces étudiants-là, à ces personnes qui veulent faire de la science politique et des relations internationales, d'être au cœur de l'histoire, parce que l'histoire est là, c'est au cœur de notre discipline, d'être au cœur de l'histoire, d'être au cœur de la discipline, d'avoir aussi une culture générale développée. Parce que la culture générale, c'est une chose qui compte pour nous. Lorsque tu n'as pas une culture générale assez développée, il faudrait que tu ailles en chercher. Mon exemple,
en commençant la science politique, j'avais pas une culture générale assez développée. Mais j'ai profité de mes vacances de première année pour développer ça. Aujourd'hui, même si j'ai pas encore atteint le niveau que je veux, mais ça va pour le moment. Je me suis amélioré. Donc, il faudrait que ces personnes-là qui veulent être étudiants en Sciences Po aillent vers l'information, qu'ils cherchent à améliorer la culture générale parce que c'est une chose qui compte qui est très important pour nous et qui compte vraiment pour notre filière, en fait. Merci, c'est très 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 important. La culture générale, il faut toujours, on va dire, la renouveler. Exactement. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Mamadou, je te donne 1 minute pour dire le mot de la fin. 1 minute, pas plus. Le mot de la fin, ce que tu veux dire et un message que tu veux laisser aux téléspectateurs de Télé-École. D'accord, de leur dire d'abord merci. Aussi, de toujours aussi donner un conseil, comme l'a fait mon camarade, de leur dire que la science politique est un esprit critique et une passion pour les enjeux de société. C'est-à-dire que si vous voulez servir votre société, si vous voulez servir votre pays, en tout cas, vous êtes la bienvenue à la science politique pour le faire. Donc, je vous remercie sur l'invitation, d'avoir aussi nous donné l'opportunité de présenter notre filière qui est peut-être pris par, dans certains termes péjoratifs, comme je l'avais bien expliqué. Quand vous faites la science politique, automatiquement, on va vous casqueter que tu es un politicien, commencer à vous dire non, boy, yo, tu fais la politique, patati patata. Voilà. Tu essaies et malheureusement aussi la manière dont nous le faisons ici, on doit aussi, en tout cas, essayer de les revoir. Donc, sur ce, je vais saluer ma famille, que ça soit ma mère, plus particulièrement, maman Maguette, depuis Kër Sambakan aussi, et toute la famille Kër Sambakan, famille Faye, famille Diouf. Aussi, je vais saluer aussi l'ensemble de mes camarades étudiants qui font la science politique, plus particulièrement à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, de mes professeurs, de saluer aussi la famille qui est à Mista, famille Ndiaye, Ablaye Ndiaye, Bouali Ndiaye, mes amis aussi Fallou Fall, Fallou Seck, ainsi que aussi ceux qui sont en France, Murtala, ainsi que Ami, Saleh, ainsi que en tout cas les autres qui me suivaient, particulièrement tous les présidents. Quand je devrais venir ici hier, je les ai en tout cas consultés. Bon, en tout cas, ils ont eu la confiance et je leur aussi remercie sur ça, que vous allez rassurer et vous allez aussi nous représenter dignement. Et même si en tout cas, la prochaine fois même, il pourrait venir. Oui, c'est surtout ça, parce que vu que aussi vous êtes avec l'opportunité déjà, ainsi que la promotion que vous faites sur l'éducation et la formation, et en tout cas, c'est à saluer parce que c'est ça que notre État a besoin. De s'investir sur ça, de donner en tout cas toujours plus de visibilité, en tout cas d'investir sur la recherche, d'investir sur des plateaux qui sont comme ça, de nous donner en tout cas toujours la sens parce que je peux dire que même l'horizon 2050, ça c'est pas pour les adultes. Actuellement, si vous avez plus de 50, n'espérez pas, je ne vais pas dire parce qu'avec l'espérance de vie, en tout cas d'en vivre beaucoup de choses. Donc pour vous dire que si on veut réussir cela, il faut que eux aussi qu'ils sachent que c'est pas pour eux, mais ils doivent actuellement tout ce qu'ils ont en train qu'ils ont besoin de faire ou bien de voir parce que par exemple Léopold Sédar Senghor, si vous les réveillez pour lui dire que le Sénégal actuellement atteint à cette étape, il ne va pas vous croire parce que avec les années qui passent tellement vite, même si on est en tout cas un peu de retard par rapport aux autres pays, mais le défi est toujours là. Mais si on s'investit sur la jeunesse, si je parle de la jeunesse, c'est pas moi, c'est pas peut-être c'est nous, on peut être toujours les acteurs qui vont mettre ici la base, mais c'est nos enfants qu'on doit préparer, comme le faisait en tout cas la Chine, ainsi que d'autres pays asiatiques jusqu'à actuellement avec les résultats qu'ils ont eu. Pour conquérir parmi les premières puissances mondiales. Même si le Sénégal est un petit pays, mais on y croit et je pense bien qu'on peut l'avoir et on peut en tout cas en acquérir. Aussi, avant que je l'oublie, salut les camarades, les collègues de l'école Ibrahima Diouf, particulièrement directeur Moussa Ndiaye. Donc, pour leur faire un big up aussi, vous tous. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les téléspectateurs qui nous suivent, les téléspectatrices d'ici et d'ailleurs. En tout cas, vive la science politique, vive les étudiants de l'UNICEF, vive, en tout cas, ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou Faye. Il est coordonnateur national des étudiants en sciences politiques à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane.
de Dakar, hein. Et comment dire, si tu veux aussi faire un petit coucou à quelqu'un, tu peux le faire rapidement. Oui. Ouais, Alors, vas-y. merci beaucoup, Mbayang, pour l'invitation. Merci de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre filière. On n'a pas toujours cette possibilité et c'est une filière qui n'est pas trop connue des populations. Donc, voilà, sincèrement, c'était un plaisir d'être là et je t'en remercie au nom de tous les étudiants en sciences politiques et relations internationales. Alors, j'aimerais juste dire le bonjour à mon père, ma mère, qui sont des personnes fabuleuses, qui ont toujours été présents dans ma vie. Et j'aimerais aussi remercier Dame Sirka. C'est une personne exceptionnelle qui m'a aidé à cheminer, qui m'a aidé à faire beaucoup de choses, à réaliser beaucoup de choses dans ma vie. Donc, je pourrais ne pas le remercier. Remercier aussi et dire le bonjour à une de mes amies qui est en Suisse, Patrick Loum. Grâce à qui je suis venu ici aujourd'hui. Et c'est une personne avec qui j'ai cheminé, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Je me rappelle de beaucoup de choses. Donc voilà. Et aussi dire le bonjour à mes camarades d'ISM, à mes anciens aussi camarades de Pabonneau avec qui j'ai partagé la même école. Et leur dire que ça va, on est là, on a cheminé ensemble, même si aujourd'hui on est dans des horizons différents. On partage toujours la même vision, celle de réussir, celle de transformer notre pays, celle de faire de ce Sénégal l'un des plus beaux pays dans l'avenir, faire de ce Sénégal l'un des pays les plus développés au monde. Donc, on est là. La vision, elle change pas. Donc, on n'a pas changé. Merci. Merci beaucoup. Eladji Abdoulaye Konte, qui est étudiant en 2e année en sciences politiques à l'Institut supérieur de management. Et de ce fait, nous réitérons nos félicitations à cet institut qui est en train de faire un très gros travail. Et aussi à l'école Pape Benoît XVI de Zagba qui est en train de construire, de mettre en place, en tout cas des pépites, hein, on le voit partout. Alors, merci à tous, merci encore à Eladji Abdoulaye Konte, merci à Mamadou Faye pour, voilà, sa passion vraiment pour la science politique et de dire que vous serez du 7 au 9 novembre au niveau de Kaolack. Et donc, même pour ceux qui veulent vraiment découvrir ce que c'est et qui ne sont pas étudiants, vous pourriez, Inch'Allah, les rejoindre. Alors, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était l'émission Quoi devenir à la découverte de la science politique. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je m'en suis régalée et je pense que je vais changer de filière et de vous dire merci à vous de votre fidélité au visionnage de notre émission le 10h midi qui est là vraiment pour essayer de renforcer votre culture générale, pas que dans le domaine social, mais aussi professionnel. Et nous vous disons à bientôt pour de nouveaux invités, de nouvelles rubriques, de nouveaux thèmes très interactifs et enrichissants. Et à bientôt et bonne suite des programmes sur la télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative.